Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 72, nous discuterons des leçons d'investissement de 2024. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Salut François, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Donc, je vais commencer. Dans notre dernier podcast, numéro 71, on a examiné les résultats des marchés des capitaux pour 2024 et ce faisant, on a souligné les principaux événements économiques et géopolitiques qui, selon nous, ont influencé les résultats des marchés des capitaux lors de l'année dernière. Chaque année apporte des leçons précieuses aux investisseurs qui nous rappellent l'importance de rester discipliné et concentré sur le long terme et d'éviter de se laisser décourager par le bruit à court terme. James, poursuivons donc notre tradition annuelle en partageant les leçons d'investissement de l'année passée, donc pour 2024. Tout à fait, François. Les marchés financiers, comme on sait bien, chaque année, nous donnent des leçons et souvent, ce sont les mêmes leçons qu'on réapprend. Puis comme le dit souvent notre ami et auteur Larry Swedroe, avec une grande fréquence, les marchés offrent des cours de rattrapage couvrant les leçons qu'ils ont enseignées les années précédentes. C'est pourquoi l'un de mes dictons favoris est qu'il n'y a rien de nouveau dans l'investissement, seulement des faits historiques sur l'investissement qui vous échappent. François, aujourd'hui, on va partager nos 5 principales leçons de 2024. Et c'est assez curieux, mais je suis retourné en arrière revoir les podcasts pour les leçons de 2022 et 2023. Puis sans surprise, François, toutes les leçons de cette année se retrouvent dans celles des 2 dernières années. Ça ne m'étonne pas, mais malheureusement, James, il y a trop d'investisseurs qui ne parviennent pas à tirer les leçons. Ils continuent à faire les mêmes erreurs. Donc, on commence par les leçons de cette année. La première leçon, personne ne peut systématiquement faire des prévisions de marché justes. On l'a souligné dans notre dernier podcast sur les résultats du marché de 2024 en voyant comment les prévisionnistes des grandes institutions financières se sont comportés l'année dernière, puis leurs prévisions étaient juste terribles. En 2022 et en 2023, on a également dit que personne ne peut prévoir l'avenir. On ne le dira jamais assez. Évitez de prêter attention à toutes les prévisions pour 2025. Pour ma part, François, je pense qu'il serait bon de répéter une citation du podcast de l'année dernière. Et cette citation, c'est de Jason Zweig dans un article du Wall Street Journal du 16 décembre 2023 intitulé « Mirror, mirror on the wall, who knew stocks would fall ». Fait que, traduction libre, voici la citation. « D'innombrables intuitions et pressentiments nous traversent l'esprit au cours d'une année. Nous nous souvenons naturellement de celles qui se sont avérées justes, mais la multitude d'autres intuitions qui s'avèrent erronées, elles se retrouvent dans une poubelle mentale. » Oui, c'est un classique, James. Aujourd'hui, nombreux investisseurs ont besoin de se confronter à la réalité. En fait, ils devraient en faire un rituel annuel. Une autre façon de le dire est de faire abstraction du bruit. Ce faisant, vous donnerez les meilleures chances de réussite à long terme en matière d'investissement. Il y aura toujours des incertitudes sur les marchés et des grands titres qui encourageront les investisseurs à faire des transactions dans leur portefeuille, mais qui ne sont pas nécessairement dans leurs meilleurs intérêts. François, je vais poursuivre la citation de Jason Zweig. Et je cite, traduction libre toujours, « Ce schéma que les psychologues appellent le biais de rétrospection, le biais de la récence, nous donne l'impression d'avoir prévu l'avenir depuis le début, que ce qui s'est passé était inévitable et que quiconque ne l'a pas vu venir est un imbécile. C'est presque irrésistible, mais c'est une illusion. » David Booth, cofondateur de Dimensional, a récemment écrit que même avec une boule de cristal, les marchés sont imprévisibles. Dans ce contexte de tensions géopolitiques, de défis économiques et d'incertitudes électorales, 2024 a prouvé une fois de plus la résilience des marchés financiers publics et le pouvoir de l'ingéniosité humaine. Les marchés ont continué à faire ce qu'ils font le mieux, traiter efficacement l'information disponible et fixer des prix justes pour les actions
en récompensant ainsi les investisseurs à long terme par des rendements positifs. Ouais. Ceci nous amène à la leçon numéro 2. Les multiples sur les titres ne peuvent pas être utilisés pour prévoir la direction des marchés. Larry Swedroe a récemment écrit un article pour Morningstar intitulé US stocks have outperformed the world. History shows that success can be fleeting. Je le cite. Ceci dit, il convient de noter que les actions américaines se négocient aujourd'hui à environ 2,7 fois leur chiffre d'affaires et 4 fois leur valeur comptable, soit le même multiple que celui du Japon au plus fort de la bulle des années 1980. Les marchés internationaux, quant à eux, se négocient à des multiples beaucoup plus faibles, environ 1,2 fois le chiffre d'affaires et 1,6 fois la valeur comptable. François, pour de nombreux auditeurs, c'est peut-être beaucoup de jargon. Le multiple de chiffre d'affaires, la valeur comptable, etc. Ce que ça veut dire est que les actions américaines sont dispendieuses comparativement aux actions internationales. Oui, tout à fait. Puis Larry Swedroe nous dit également qu'environ 75% de la surperformance des actions américaines est due à des changements dans la valorisation. Donc, je vais payer un multiple plus élevé parce que je pense que ça ne va rien que monter. Ouais. Fait que seul un petit pourcentage de la surperformance, ça provient vraiment parce que les bénéfices, des profits des sociétés ont progressé de façon très forte. Ouais, la majeure partie de la surperformance du marché américain est due au fait que les investisseurs sont devenus plus optimistes à l'égard des actions américaines. Nous pouvons dire que le biais de rétrospection joue un rôle et que les investisseurs continuent de faire des projections en se basant sur les performances historiques récentes. Mais le sentiment des investisseurs, là, ça peut changer assez rapidement. Là. Exactement. Si l'augmentation des multiples entraîne une hausse des rendements réalisés, mais ça peut aussi se traduire par une baisse des rendements futurs espérés. C'est-à-dire que j'ai fait des rendements excédentaires maintenant, mais ça veut dire que prospectivement, les 10 années, bon, ils vont être plus faibles, possiblement. Fait, alors que même dans d'autres régions là, qui présentent des multiples comparativement plus faibles, eux, ils peuvent s'attendre à des rendements espérés, donc proportionnellement plus élevés que les marchés qui sont surévalués. Dans le futur. Dans le futur, exactement. Ouais. Larry poursuit en disant « Si ces cycles de surperformance et de sous-performance sont prévisibles à un haut niveau, il n'existe pas de boule de cristal nous permettant de prévoir exactement le moment où chaque changement se produira. La conclusion logique est que les investisseurs devraient être diversifiés au niveau international en détenant un mélange de classes d'actifs américaines et internationales plutôt que de parier sur la surperformance de l'une par rapport à l'autre. » Malheureusement, François, sous l'influence du biais de récence, de nombreux investisseurs ont tendance à acheter ce qui a mieux performé au cours de la période la plus récente. Et donc, ils vont payer des multiples plus élevés. Ouais. Et donc, ils doivent s'attendre à des rendements espérés plus faibles. Puis, ils vont vendre ce qui a moins bien performé à des multiples plus faibles et donc à des rendements espérés plus élevés. Donc, c'est vraiment contre-intuitif, là. Oui, c'est vraiment le contraire de l'approche fondamentale de l'investisseur qui consiste à, je veux dire en anglais, là, vous allez comprendre, buy low, sell high. Donc, la leçon numéro 3, la gestion active est perdante, que les marchés soient haussiers ou baissiers. Jack Bogle, fondateur de Vanguard, a saisi la puissance de la gestion passive ou de l'indexation par une simple analogie. Ne cherchez pas l'aiguille, achetez la botte de foin. En se référant à l'histoire des marchés financiers, François, les investisseurs peuvent constater que la concentration, pensez maintenant au groupe des 7 magnifiques, le Mag 7, c'est déjà produite dans le passé sur le marché des actions. En fait, si on revient sur notre podcast numéro 67 où on a partagé les recherches du professeur Bessembinder, seulement un petit pourcentage, soit 4% des entreprises, ont été à l'origine de la moitié des rendements des marchés d'actions au cours des presque 100 dernières années. Une autre façon d'exprimer ce que Jack Bogle dit, c'est de profiter des avantages de posséder la botte de foin et chacune des aiguilles. Donc, c'est-à-dire de détenir le marché dans son ensemble, ce qui implique de détenir toutes les actions individuelles en fonction de leur pondération en termes de capitalisation boursière dans un indice.
Lorsqu'il a inventé cette expression, François, la plupart des investisseurs étaient soit indiciels, soit actifs, et très majoritairement actifs. Cette répartition du capital par les investisseurs a entraîné des différences significatives dans l'exposition et la pondération des entreprises et des secteurs. Donc, les investisseurs actifs détenaient généralement un beaucoup plus petit nombre d'actions dans leur portefeuille. En d'autres mots, il y avait moins d'aiguilles. Effectivement. Fait qu'en détenant la botte de foin ou le marché dans son ensemble, les investisseurs ont la plus grande probabilité d'avoir des pondérations en fonction de la capitalisation boursière des marchés qui sont dérivées du consensus de tous les investisseurs. Donc, on bénéficie de la loi des grands nombres. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, historiquement, les indices boursiers sont très difficiles à battre. Oui. James, j'ai une autre excellente citation de David Booth, cofondateur de Dimensional, qui soutient la position de Jack Bogle et qui montre l'inefficacité de la gestion active. Je le cite, « Malgré les preuves accablantes et l'histoire convaincante du contraire, lorsque l'économiste Michael Jensen a publié son article de référence en 1968 qui montrait que les stock pickers n'ajoutaient aucune valeur, d'autres universitaires ont rapidement confirmé ces idées. Plus de 5 décennies et 50 ans de données plus tard, la théorie tient toujours. Certains stock pickers connaissent du succès, mais il n'est pas possible de les identifier en avance. Nous ne pouvons pas séparer la compétence de la chance. La sélection des actions, le stock picking, s'apparente davantage à un jeu de hasard qu'à un investissement. » Pour appuyer tes propos, François, Larry soutient qu'en 2024, c'était une année où les gestionnaires actifs ont eu une formidable opportunité de générer de l'alpha. Ça, c'est juste du jargon pour dire qu'il aurait pu battre le marché. Et ça, c'est grâce à la grande dispersion des rendements entre les actions les plus performantes et les moins performantes. Puis il cite un exemple pour l'indice S&P 500 qui a généré un rendement de 25 en dollars US pour l'année, dividendes compris, alors que les actions des 5 sociétés les plus performantes ont augmenté d'au moins 135 %. Donc, pour surperformer, un gestionnaire actif n'aurait eu qu'à surpondérer ces 5 titres gagnants, chacun d'entre eux ayant surperformé l'indice d'au moins 110 points de pourcentage. Mais malheureusement, là, James, les investisseurs dans les fonds actifs continuent de payer pour des faux espoirs au lieu de s'appuyer sur les preuves historiques. Maintenant, on va passer à la leçon numéro 4. La diversification fonctionne toujours. Parfois, on aime les résultats, parfois moins. Et ceci nous amène, François, à ce que tu mentionnais dans notre dernier podcast à propos de la surperformance du marché des actions américaines. Plus précisément, la surperformance par rapport aux marchés canadiens, internationaux développés et émergents au cours de la dernière décennie et plus particulièrement l'année dernière. Et toute cette performance américaine nous amène donc à nous interroger sur les avantages de la diversification. L'historique des marchés financiers nous informe qu'il y aura toujours un secteur, un pays ou une autre composante du marché qui surperformera votre portefeuille au cours d'une année donnée. Oui, puis quand ça se produit, notre discipline et notre patience est toujours mise à l'épreuve. Il faut à ce moment se rappeler des raisons pour lesquelles on a correctement diversifié notre portefeuille en premier lieu. La diversification là, elle sert à réduire le risque sans réduire les rendements espérés à long terme. Même dans des années là, comme 2023 et 2024, un investisseur en actions américaines pourrait être mécontent de ne pas avoir investi tous ses œufs dans les 7 magnifiques. François, bien que la théorie économique et les preuves empiriques suggèrent que la stratégie la plus prudente consiste à diversifier ses placements à l'échelle mondiale, il faut reconnaître, pour de nombreux investisseurs, la diversification internationale, ça peut s'avérer une idée peu convaincante. Mais la raison en est que même un portefeuille bien conçu et diversifié connaîtrait inévitablement des périodes de faible performance. Larry Swedroe le dit, et je le cite encore, « Le bruit des médias mettra alors à l'épreuve votre capacité à adhérer à votre stratégie. » Bon, mais on peut ajouter, François, que malheureusement, lorsqu'il s'agit de juger la performance, on sait par expérience que la plupart des investisseurs pensent que 3 ans, c'est long, 5 ans, c'est très long et 10 ans, c'est une éternité. Oui, mais James, il est essentiel que nos auditeurs comprennent la logique et
les avantages de diversification mondiale ainsi que les risques de la diversification. Il y a toujours ce qu'on appelle le risque de tracking error ou le risque de générer un rendement inférieur à un indice particulier, exemple le S&P 500 en 2024. Le fait d'être conscient de ce risque vous aidera à rester discipliné. Je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Les investisseurs ne peuvent pas fuir tous les risques. Ils peuvent seulement choisir ceux qu'ils veulent prendre. L'absence de diversification au niveau mondial crée le risque que les actions américaines suivent les traces des actions japonaises et soient le prochain à sous-performer pendant une période de presque 30 ans. Mettre tous ses œufs dans le même panier n'est pas une stratégie prudente en dépit de notre perception de nos connaissances. Une autre citation classique qui me vient à l'esprit, François, c'est « Avant de commettre l'erreur de confondre le familier avec le sûr, nul ne sait quel pays connaîtrait une période prolongée de sur- ou de sous-performance. » Ouais. Pour les investisseurs, le fait d'accorder plus d'importance aux résultats récents qu'aux données historiques aboutit souvent à des mauvaises décisions. Par exemple, surpondérer les actions internationales en 1990, les actions américaines au sommet de la bulle technologique en mars 2000 ou encore les actions internationales en 2008. J'ajouterais à ça, François, les données des dernières recherches académiques. Les auteurs Asnes, Israelov et Liu, dans leur article de 2023 du Journal of Portfolio Management, intitulé International Diversification, Still Not Crazy After All These Years, ont mis à jour leur article précédent avec les données jusqu'en 2022. Ils ont conclu que la diversification internationale protège assez bien les investisseurs sur le long terme. Je ferais remarquer pour nos auditeurs, dans le monde des universitaires, le long terme, c'est beaucoup plus que 10 ans. Ouais. Maintenant, pour notre leçon numéro 5, restez fidèle à votre plan d'investissement à long terme et conservez votre état d'esprit d'investisseur. Il est impossible de prédire la direction des marchés, on l'a dit. Il est souvent difficile d'imaginer une reprise après une correction ou lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à la direction de l'économie, mais l'histoire plaide en faveur de la persévérance et de la patience. François, pour appuyer tes propos, je citerai à nouveau David Booth de Dimensional. La performance du marché en 2024 est le reflet de la puissance de l'ingéniosité humaine. L'indice S&P 500 a affiché un rendement de 35,6 en dollars canadiens, tandis que le marché boursier mondial, qui inclut les actions américaines, mesuré par l'indice MSCI All Country World, a progressé de 26,8 toujours en dollars canadiens. Même les obligations, après avoir connu des difficultés en début de la décennie, ont affiché des rendements solides, 6,6 en dollars canadiens, selon l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. Oui, la preuve est faite, selon moi. Là, les investisseurs qui ont des portefeuilles largement diversifiés et qui sont restés investis malgré la volatilité des dernières années ont été récompensés par leur patience et leur discipline. L'histoire récente des marchés plaide en faveur de suivre un plan à long terme. De beaux rebonds comme ceux qu'on a connus en 2023, une autre année faste en 2024 après une année difficile en 2022, nous rappellent très clairement que les investisseurs doivent rester disciplinés et concentrés sur le long terme, pas se laisser décourager par le bruit du moment. C'est le seul moyen de profiter des avantages à long terme offerts par les marchés. Mais c'est pourquoi, François, selon moi, les investisseurs devraient recourir au service d'un bon conseiller pour les aider à ne pas faire des erreurs coûteuses. Je pense qu'il serait utile de répéter une citation de Morgan Housel, l'auteur du livre The Psychology of Money, que nous avons partagé en fait avec nos auditeurs dans le podcast Leçon de 2022. Le pessimisme semble toujours plus intelligent que l'optimisme, car l'optimisme ressemble à un pitch de vente, alors que le pessimisme ressemble à quelqu'un qui essaie de vous aider. L'avenir est incertain. C'est pourquoi ça peut être effrayant. Ouais. Nous rappelons également à nos auditeurs, James, notre mantra selon lequel nos auditeurs doivent avoir un état d'esprit d'investisseur et continuer à investir et rebalancer aux besoins en respectant son plan d'investissement à long terme. Sur ça, James, je te remercie d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 72e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com
Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous lors de notre prochain épisode à paraître le 19 mars. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt!